Merci également pour vos questions. On a pris un petit retard, donc on n'a pas pu prendre plus de questions, mais vous aurez l'occasion de continuer la discussion, bien sûr, durant le petit moment de networking qu'on aura après notre troisième panel. On enchaîne tout de suite pour ne pas perdre de temps avec notre troisième panel sociétal, énergie propre, ODD 7 et ville et communauté responsable, ODD 11. J'ai le plaisir d'appeler sur scène nos panélistes, Loïc Wainville, CEO de NEA Madagascar, filiale du groupe Action. Il sera là en visio avec nous. Pravin Hanuman, Senior Development Manager, Sustainability Champion de Novaterra et Beauplan. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Nous avons deux modérateurs pour cette session. Alexandre Cargo, journaliste au Journal des Archipels pour le volet énergie propre. Jacques Romby, fondateur et directeur du Journal des Archipels pour le volet ville et communauté responsable. Donc, ils seront là pour animer ce troisième panel sociétal. On regarde tout de suite une vidéo corporate avant de débuter ce panel. Encore une fois, magnifique vidéo de présentation de nos panélistes. Virginie sera avec nous également pour les chiffres et les tendances. Vous avez 40 minutes. La scène est à vous. Bon après-midi à tous. Donc encore une fois, merci d'être là. On va essayer d'être bref, mais surtout d'aller à l'essentiel dans nos interventions. Donc je laisse tout de suite la parole à Virginie. Merci Alexandre, j'ai compris le message. Donc, dernier panel, énergie propre, ville et communauté durable, deux ODD dont on entend beaucoup parler, mais qui ne sont pas dans les mêmes niveaux de priorité. Vous pouvez voir ici, merci Romy, au niveau des ODD pour les pays, donc ce sont les entreprises qui sont interrogées sur cette question, et effectivement, énergie propre est une priorité, alors que ville et communauté durable arrivent en 8e position. Donc on est déjà sur des ODD de moindre importance. Pour les entreprises elles-mêmes, l'énergie propre passe encore une fois devant, mais à la 5e position. Et les villes et communautés durables, on les retrouve à la 9e position. Donc clairement, par rapport à nos deux premiers sujets, pour l'énergie propre, on est sur une problématique effectivement qui concerne, on le pense, beaucoup le pays et un petit peu moins l'entreprise, alors que villes et communautés durables, on est sur un plan secondaire.
Au niveau des citoyens, on retrouve la même préoccupation, c'est-à-dire que pour les Réunionnais, l'augmentation du prix de l'énergie et des matières premières est effectivement une des conséquences de la situation écologique qui les préoccupe le plus. Forcément, vous voyez encore une fois l'impact direct sur le portefeuille du Réunionnais, et pour les Mauriciens, ce n'est pas moins, puisqu'on se retrouve en deuxième position sur cette préoccupation. Donc elle est en tout cas importante pour les Mauriciens et les Réunionnais sur le plan citoyen. Quand on va s'intéresser aux freins sur les comportements, vous allez retrouver la même unanimité, que ce soit à Maurice ou à La Réunion, quand il s'agit d'acheter des produits qui durent longtemps, acheter des produits réutilisables, rechargeables, des produits qui utilisent moins de produits chimiques, plus d'ingrédients naturels, ou acheter plus de produits fabriqués localement, le premier frein, dans tous les cas de figure, reste le prix. Un petit bémol peut-être, sur certains points, on va penser la qualité en deuxième frein, mais en tout cas, le prix reste toujours le nerf de la guerre, et on est bien conscient de ça, je crois que c'est très clair. Maintenant, effectivement, une large majorité est souvent plus préoccupée par la gestion de son budget qu'à sauver la planète, et ça a été clairement formulé. On peut avancer ? Cet écart valeur-action dont je vous parlais au début dans la méthodologie, effectivement, on est presque à 100% sur le benchmark international des consommateurs qui veulent avoir un style de vie plus durable, mais ceux qui font vraiment quelque chose sont moins de 15%. Et que ce soit à Maurice ou à La Réunion, ce sont plus d'un consommateur sur deux qui déclarent sans honte, et ils ont raison, lorsque je fais mes courses, je pense plus à économiser qu'à sauver la planète. Le contexte inflationniste, effectivement, a un impact aussi par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut retenir de ces quelques chiffres, c'est qu'effectivement, les entreprises privilégient plus dans cette thématique le coût de l'énergie propre. Les villes durables sont moins prioritaires. Les citoyens, qu'ils soient réunionnais ou mauriciens, se préoccupent principalement de l'augmentation des prix de l'énergie. Le principal frein, vous l'avez compris, reste le coût. Et la majorité aspire à un mode de vie plus durable, mais passer à l'action est seulement une réalité pour environ 15%. Les questions qu'on peut se poser ici, comment encourager les entreprises à intégrer davantage ces ODD et notamment les villes et communautés durables dans leur stratégie? Comment aborder l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières en tant que préoccupation majeure des citoyens? Et je pense que ce soit les groupes qui sont impliqués dans les Smart Cities, les pétroliers ici présents vont pouvoir poser pas mal de questions à ce sujet. Quelles solutions peuvent être envisagées pour rendre les comportements durables plus abordables pour les consommateurs? Cet équilibre est vraiment important. Comment sensibiliser davantage les citoyens à l'importance de la durabilité sans négliger leurs préoccupations budgétaires? Quels leviers peuvent être utilisés? Voilà pour les questions. Merci. Merci Virginie. Donc, on va tout de suite passer à Pierre Marobi de Green Yellow, qui sera qui va ouvrir ce panel. Donc, pourquoi Green Yellow? Nous avons choisi de leur proposer d'intervenir au début. C'est que c'est un acteur régional qui a une bonne connaissance de la région, des problématiques des territoires en question, donc Maurice, La Réunion et Madagascar. Et pour juste parler sur le panel, effectivement, nous avons affaire à un grand écart, là, Jacques et moi. C'est pourquoi nous avons deux modérateurs. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la question de l'énergie avec Pierre et ensuite Loïc. Et puis, ensuite, ce sera Jacques qui va enchaîner avec Théra sur tout ce qui touche aux villes durables. Donc, sans plus tarder, donc, Pierre, je te laisse la parole avec quelques questions auxquelles tu vas répondre. Donc, je vais donner les questions, puis on va donner une petite présentation de ce qu'est Green Yellow. Donc, les trois questions auxquelles tu vas répondre, c'est
quelle est un peu la situation des énergies renouvelables dans l'océan Indien. En ce moment, on verra que chaque territoire est un peu à un niveau différent de développement. Ensuite, on parle d'énergie renouvelable, mais il ne faut pas occulter la partie de la sobriété et donc de l'efficacité énergétique, un secteur dans lequel intervient Green Yellow. Et surtout, ce qui, je pense, est pertinent, c'est la connaissance de Green Yellow des différentes contraintes qui existent dans chaque territoire, dans le développement des énergies propres, des nouvelles énergies. Donc Pierre, merci d'être là. On passe à la vidéo et on te laisse la parole. Pierre, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci Alexandre. Merci aux gens de Archipel pour l'organisation de cet événement. Donc la vidéo, vous l'avez vue et vous l'avez compris, illustre un petit peu les métiers de Green Yellow, acteurs de la transition énergétique. Et je vais essayer de répondre à ces quelques questions de manière synthétique. La première question, je dirais, vient traiter la thématique du renouvelable. On dit généralement qu'une politique énergétique dans un territoire repose essentiellement sur trois piliers. La question du prix, les questions environnementales et les questions de souveraineté énergétique en l'occurrence. Quand on essaie d'appliquer ces préceptes au territoire océan Indien, on se rend compte de deux choses importantes. Un avantage et une contrainte qu'on a sur le territoire. Je vais commencer par la contrainte et faire remarquer quelque chose que vous savez tous ici dans cette salle. Sur le territoire océan Indien, nous avons tous un caractère insulaire. Nous sommes tous des îles, que ce soit à Maurice, à La Réunion, à Madrid ou à Mayotte. Et ce caractère insulaire révèle une grande dépendance en réalité vis-à-vis du reste du monde. Dépendance qu'on a évidemment tous ressenti au moment du Covid et qu'on a aussi ressenti plus récemment à l'occasion de la guerre en Ukraine, avec tous les impacts qu'on connaît. L'autre point commun, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est le soleil qui irradie chaque jour nos territoires et qui est un avantage indéniable par rapport à d'autres régions du monde. Et donc de fait, effectivement, on peut répondre avec la technologie photovoltaïque en particulier, à cette ambition, à ces politiques énergétiques, car le solaire, vous le savez, c'est quelque chose qui est à la fois facile et rapide à déployer, c'est aujourd'hui une technologie qui est mature, c'est aujourd'hui une technologie qui est très compétitive d'un point de vue du prix, on ne fait pas mieux, c'est aujourd'hui l'énergie la moins chère, les prix ont été divisés par 10 en 10 ans et par 500 depuis que la technologie existe. C'est une technologie qui est verte, évidemment, qui va permettre de participer du combat contre le réchauffement climatique. Et puis, c'est une force importante qu'on sous-estimait il y a encore peu, mais encore une fois que le Covid et la guerre en Ukraine ont rappelé, c'est une technologie qui permet à un territoire d'être autonome. Et en termes de souveraineté sur l'approvisionnement énergétique, c'est un point qui est absolument fondamental et qui nous a été rappelé récemment et sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Alors, vous m'avez interrogé sur les énergies renouvelables, mais effectivement, on ne peut pas parler uniquement et seulement de production. Il y a aussi un effort qui sera incontournable, et ça, tout le monde le dit aujourd'hui, tout ce qui est GIEC et n'importe quel décideur responsable et n'importe quel gestionnaire
envie de dire, ambitieux, ce sont les sujets de sobriété. Qu'est-ce qu'on entend par sobriété? On entend le fait de consommer tout simplement moins, de consommer mieux. Green Yellow, simplement sur le territoire océanien, c'est plus d'une 60aine de projets qui ont permis d'économiser chez nos clients, entreprises ou collectivités, près de 20 gigawattheures d'électricité par an. Donc évidemment, cette électricité qui n'est pas consommée, c'est celle qui coûte la moins chère, tout simplement, on n'a pas besoin de la produire, on n'a pas besoin de la transporter. Donc c'est une manière de répondre à ces enjeux. On peut travailler sur un changement d'équipement avec une plus grande efficacité énergétique, on peut travailler aussi sur tout ce qui est suivi des consommations, et à travers toutes ces actions, on est capable d'améliorer son impact carbone et puis sa facture énergétique. Un autre élément de cette sobriété sur lequel je voudrais insister un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on a souvent trop tendance à regarder nos consommations sous le prisme uniquement de la consommation électrique. Quand vous regardez le bilan énergétique d'un territoire, en réalité, généralement c'est moitié-moitié électricité et pour l'autre moitié on va en réalité du transport, et des consommations de produits thermiques. Avec les véhicules électriques, on est capable de répondre à ce défi qui représente en fait la moitié du défi des émissions de carbone. Le véhicule électrique est particulièrement adapté à nos territoires. Je pense en particulier à Maurice et à La Réunion. Sur des territoires plus grands où on parle de l'autonomie du véhicule électrique, on peut comprendre les réticences de certains, mais sur nos territoires, notamment mauriciens, Mayotte, les Comores et puis Réunion, on fait rarement 4 km dans la journée, et donc le véhicule électrique s'y prête très bien. Alors on reproche souvent au véhicule électrique l'origine de son électricité. Alors plus on va verdir cette électricité, évidemment, plus le résultat sera bénéfique, mais je tiens quand même à préciser aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, que le rendement d'un véhicule électrique est 3 à 4 fois supérieur à celui d'un véhicule thermique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelque chose de très simple, c'est que pour une unité d'énergie à l'entrée du moteur, on a 3 fois plus, 4 fois plus de rendement d'énergie mécanique à la sortie pour son véhicule. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même on est sur un mix électrique relativement carboné, comme c'est le cas, il faut le dire encore aujourd'hui à La Réunion ou à Maurice, moins que d'autres pays, mais plus que certains, même dans ces cas-là, un véhicule électrique est bénéfique pour le climat. Et donc ce sont des choses qui sont en train de se développer. Donc, typiquement Green, très fier la semaine dernière d'annoncer l'acquisition de l'acteur Runcharge à La Réunion et qui nous permet aujourd'hui de devenir le premier acteur, le premier réseau de bornes de recharge sur le territoire réunion. Alors la dernière question que vous m'avez posée et que je vais essayer de traiter également rapidement, c'est comment on fait pour que ça marche, comment est-ce qu'on fait pour que l'émergence des énergies renouvelables, d'une infrastructure fiable, à prix compétitif, à émissions bas carbone, puisse émerger dans un pays. Je pense qu'il y a 3 éléments, pour faire simple, qui y répondent. Le premier, le plus évident, le plus basique, c'est une réglementation qui soit claire, qui soit incitative, qui ne change pas systématiquement et qui permette aux acteurs privés de faire le travail et on est nombreux à vouloir le faire et à pouvoir le faire pour peu que les administrations et les autorités nous y autorisent. J'ai envie de dire que c'est le premier, mais ce n'est pas nécessairement le plus important. En fait, celui qui va derrière ça, c'est une ambition politique. S'il y a une ambition politique derrière, les verrous sautent et à ce moment-là, on peut le faire. Et je dois dire que sur nos territoires, la volonté politique est là et donc elle permet cette émergence. Maurice en particulier a revu toutes ses ambitions à la hausse, a mis en place des schémas de développement auxquels on était ravis de participer et dans certains cas de remporter des appels d'offres et donc de poursuivre ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut absolument continuer, mais si le politique a cette ambition et qui fait confiance aux entreprises pour derrière développer ses projets, aucun doute, ça fonctionne très bien. Le dernier point qu'on ne mentionne pas assez, mais qui est à mon avis très important, c'est d'être inclusif. Par inclusif, j'entends expliquer les mérites de nos énergies, de nos actions, les expliquer parce qu'il y a encore parfois du scepticisme. On a encore beaucoup de fake news qui circulent. J'essaie d'en entrer une là, avec les véhicules électriques notamment.
Il faut associer les populations, il faut les informer, il faut aussi repartager les bénéfices de la valeur créée. Typiquement, nous, ici à Maurice, on a lancé depuis un certain temps des programmes RSE autour de notre centrale de Solitude, une centrale de 16 mégas photovoltaïque, où on a déjà lancé depuis un certain temps des essais d'agrivoltaïsme, de développer conjointement la culture avec des centrales solaires. Et là, très récemment, on a pu lancer des formations sur mesure, adaptées aux besoins des communautés alentours, avec des formations agricoles pour améliorer les rendements. 14 heures de formation délivrées à des femmes en particulier. Et donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir expliquer ce qu'on fait, de repartager un peu les bénéfices de nos projets. Et à ce moment-là, on est sur du gagnant-gagnant. Et il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de développer. Voilà ce que je pouvais vous partager sur ces sujets en quelques mots. Merci beaucoup, Pierre. Donc tu restes avec nous jusqu'à la fin du panel pour éventuellement répondre aux questions. Maintenant, nous allons écouter Loïc Wainville, qui est de NEA, qui est une filiale du groupe Action, donc qui va donc présenter ce qu'est ce groupe, cette entreprise qui est, du moins à Maurice, pas très connue. Donc nous avons eu la chance avec Loïc de nous entretenir. Est-ce qu'il est là? Oui. Donc, Loïc, tu nous entends? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Donc merci d'être là. Donc je disais que donc, tu allais nous présenter NEA et aussi le groupe Action pour nous présenter un peu toute l'initiative que vous entreprenez pour l'énergie durable. Et puis ce qu'on va aborder, c'est quels sont où se trouve la demande en fait, parce qu'à Madagascar, et c'est pas la même réalité qu'à Maurice et à La Réunion, où on est plus dans des logiques de transition, alors qu'à Madagascar, où NEA est particulièrement présent, la question de l'énergie, c'est vraiment une question de répondre à un besoin, on va dire, un peu urgent. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole. Donc, merci de nous présenter NEA et quelques mots sur Action. Bonjour à tous, donc merci au Journal des Archipels pour l'invitation à ce partage. Merci Alexandre. Donc, je suis Loïc Wainville, je suis le directeur général de NEA Madagascar. On est donc une filiale du groupe Action. Le groupe Action est un groupe malgache qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité, l'immobilier, le banking, les télécoms et les énergies. Donc, pour parler du cluster énergie, on a une filiale qui s'appelle WeLight qui intervient dans l'électrification rurale. C'est le développement de villages solarisés. Aujourd'hui, on est environ à 172 villages qui vont être développés avec un impact d'1 million de personnes directement. Et moi, je m'occupe personnellement de New Energy Africa, qui est la nouvelle marque africaine du groupe Action. Et nous nous occupons de développer des projets solaires, hybrides et hydroélectriques en Afrique. Le pipe de projet qu'on essaye de développer d'environ 400 MW sur les 5 années à venir. Je peux citer quelques projets que nous avons développés donc avec nos confrères de Grigniello, notamment NEA en Batuland, c'est une des plus grandes centrales d'Afrique de l'océan Indien avec 40 MW. Une centrale hybride à Madagascar, dans l'est et l'ouest du pays. Et récemment, nous développons donc, des projets au Sénégal pour des clients utilisés. Donc NEA Madagascar, nous on a 15 ans d'existence, on est environ 300 employés. On gère historiquement les énergies du groupe Action et depuis quelques années nous accompagnons les entreprises dans leur transition énergétique grâce à des projets type EPC, mais aussi depuis un an des PPA, des Power Purchase Agreement, sur lesquels les entreprises n'ont plus à investir eux-mêmes dans leurs centrales solaires, par exemple, et ils ont accès à une énergie qui est fiable, propre et donc abordable. Donc voilà une de nos initiatives que nous développons à Madagascar. Donc, on travaille avec des partenaires financiers qui nous apportent les fonds et nous développons les projets pour nous. On
on est à 50% sur le réseau en fanal d'Arivo, on est à 50% de thermie contre les 50% d'énergie renouvelable. Ça, c'est dans la région sur la capitale. Dans les zones rurales et les zones qui sont en région, on est plutôt sur un mix qui est entre 80 pour les énergies thermiques et 20% sur les énergies renouvelables. Donc les zones rurales sont une priorité à développer, avec notamment car il y a un accès limité, voire inexistant dans ces zones-là. Donc effectivement, comme disait Alexandre, on doit répondre à un besoin qui est urgent d'accès à l'énergie. Plusieurs types d'investissements sont possibles à Madagascar. J'en parlais de l'électrification rurale via des réseaux coraux ou des microgrids. Il y a le privé, le domestique, je vais en parler un peu plus tard. Il y a des investissements sur les infrastructures et les infrastructures privées et publiques. L'énergie éolienne qui aujourd'hui est très peu développée à Madagascar, malgré le potentiel dans le nord et le sud du pays. La biomasse, qui est une autre voie de développement, aujourd'hui il n'y a qu'un projet à Madagascar qui est en cours. C'est un projet qui est guidé par APIS. Et après les mini-hydros. Voilà ce que je peux dire sur les voies d'investissement. Par contre, il y a des freins dont on en parlait. Ce que j'ai repris tout à l'heure de Pierre, c'est que effectivement, l'un des freins, c'est l'inclusion, qui est en fait l'éducation de la population, avec et aussi nos clients. Aujourd'hui, quels sont les avantages de passer à l'énergie verte. C'est l'un des premiers freins. Le manque de financement et l'accès au financement à Madagascar. Les infrastructures qui sont inadéquates, notamment le réseau de distribution est peu performant et sous-dimensionné. Donc aujourd'hui, même si un investisseur voudrait venir à Madagascar et proposer une centrale de 100 MW en solaire, malheureusement, le réseau de distribution ne pourrait prendre cette charge-là. Il y a aussi, donc, on le disait très bien Pierre, la réglementation et nous particulièrement la lourdeur administrative. Donc il faut un vrai engagement de la politique et de l'État pour faciliter le développement de ces projets d'énergie. Et enfin, nous particulièrement, ici, nous travaillons donc avec la GERAMA, qui est l'utility locale, qui vend à perte. Donc il y a des difficultés en tant qu'investisseur pour pouvoir se faire payer. Et aussi, étant donné qu'ils vendent à perte, l'énergie à Madagascar est encore compétitive. Donc ce qui impose que les entreprises ne se tournent pas vers les énergies renouvelables, car comme le disait tout à l'heure en début de cette présentation, je crois que c'est 55% de la population qui regarde surtout à son budget versus le vrai développement durable. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Loïc. Donc effectivement, il y a donc tu as répondu à toutes les questions, et notamment celles que je n'ai pas posées, mais on a eu plein de réponses. Donc la troisième question que je devais te poser justement, c'était sur le type de clientèle avec laquelle tu as affaire. Donc, mais une question pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des réels besoins aujourd'hui que vous, ANEA, vous sentez que malheureusement vous n'arrivez pas du tout à trouver du financement, ou vous êtes dans une impasse? Est-ce qu'il y a des régions comme ça à Madagascar où on est un peu dans une impasse parce que, comme tu l'expliques, quand un producteur va en perdre, c'est un peu difficile de trouver de l'investissement pour être compétitif. Donc, est-ce qu'il y a des zones comme ça à Madagascar dont je pourrais nous parler? Alors aujourd'hui, je peux vous parler un peu de WeLife, qui est notre filiale de développement d'électrification rurale. C'est des projets qui sont sur plusieurs années, avec des financements complexes et des autorisations
d'État et de ministres. Donc effectivement, oui, il y a sur ce type de clients qui en fait ont des fabrications rurales, les financements sont compliqués à avoir parce qu'on est à Madagascar et la population, le pouvoir d'achat est très faible, donc le business plan pour pouvoir obtenir ces financements est complexe. Après, sur le type de client, tu me demandais sur le type de client, nous à Madagascar, on a au moins des clients qui sont des clients locaux et des clients qui sont plutôt des groupes présents à Madagascar. Et certains sont plus structurés, d'autres moins. Et aujourd'hui, on remarque que pour pouvoir passer aux énergies renouvelables, pour répondre à cet objectif de développement durable, les finances les économies que doit faire le client sont primordiales par rapport à l'aspect durable. Donc ils doivent aujourd'hui faire des économies plutôt que de passer au prix. Et ça, on le remarque surtout sur les clients qui sont plutôt locaux. Donc nous, les moyens que nous avons mis en place pour pouvoir répondre à cette demande de faire des économies sur les factures d'énergie, proposer des solutions de financement sur 15 ans pour pouvoir amortir les investissements dans le. Et à contrario, nous avons des groupes internationaux à Madagascar qui sont présents notamment dans l'industrie textile, qui se doivent pour leur clientèle de répondre à des ODD. Donc là, l'aspect financier rentre moins en jeu. Ce qu'ils souhaitent, c'est avoir le plus d'impact green dans leur mix énergétique. Merci beaucoup, Loïc. Je te laisse prendre le relais. Merci. Juste pour terminer sur ce sujet, en fait, je voulais préciser que si M. Loïc est d'accord avec moi, il a parlé donc de 50% d'énergie renouvelable en ville, à Antananarive, 20% seulement dans les provinces. Juste un chiffre, le taux d'équipement moyen d'accès à l'électricité à Madagascar en général est de 15%. Donc c'est à la fois une mauvaise nouvelle pour l'équipement des ménages et des entreprises, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tout reste à construire. Et donc on peut espérer que ça va se faire sur la voie de l'énergie verte. Voilà, en bref. Mais ça nous fait une transition vers nos smart cities, nos villes intelligentes. Et donc on a l'exemple ici de Beauplan, avec j'ai le plaisir d'interroger Pravin Hanuman, qui est Senior Development de Manager Sustainability, champion de Novaterra et Beauplan du groupe Terra. Donc on est hors timing, je crois. Donc je vais essayer, j'avais plusieurs questions, je vais essayer de les synthétiser à une seule, de manière à laisser un petit peu de temps pour les questions. En fait, l'idée c'était que il faudrait définir qu'est-ce que la Smart City de Beauplan et quelle est son identité, puisqu'en fait, dans le pays et ailleurs, on a des exemples dans leur série de Smart City qui commencent à émerger à La Réunion notamment. Mais pour prendre l'exemple de Maurice, on constate que chaque groupe qui construit des Smart City a un petit peu sa propre identité. Comment on définirait celle de Beauplan voilà. Comment vous définiriez cette ville intelligente et la seconde question, puisque j'y suis, allons-y, c'est comment fonctionne-t-elle? Terra, le groupe Terra a déjà un modèle d'économie circulaire de par sa nature agricole qui se diversifie aujourd'hui. Comment cette économie circulaire, on la retrouve dans Beauplan? Voilà, donc la définir, son identité et comment ça fonctionne. Merci Jacques. Bonjour à tous. Juste pour mettre un contexte sur Beauplan, la Smart City de Beauplan est très jeune, à 5 ans au fait. Et c'est que maintenant que, allons dire, les infrastructures commencent à sortir de terre. Il y a 2 ans de cela, le premier bâtiment vraiment Beauplan, il y a le Mahogany Shopping Mall qui s'est construit. Il y a le Green Coast School aussi qui a été construit.
Pour Beauplan, on fait le développement durable, ce n'est pas un choix, c'est un impératif. On est obligé aussi d'être sustainable d'après les guidelines des Smart Cities. Aujourd'hui, je peux dire que Beauplan se distingue par sa mise en œuvre des pratiques durables, notamment sur la gestion d'eau, la gestion de l'environnement, gestion d'énergie aussi, et aussi la mobilité verte. Il y a aussi, on tient à cœur la préservation de l'environnement. Il y a aussi, on a adopté des pratiques dans la gestion de déchets et la préservation des espaces verts. Au-delà de tous ces aspects, Beauplan aussi ambitionne d'être un modèle dans la matière de responsabilité sociale communautaire, tout en soutenant les initiatives locales, en favorisant l'inclusion sociale. L'exemple de Bois-Rouge, par exemple, qui est un village annexé à Beauplan, étant un exemple concret. Économie circulaire, aujourd'hui, Beauplan, on n'a pas atteint de masse critique, mais on a déjà, par exemple, implémenté des projets, par exemple, pour la gestion des effluents. Dès le début du projet, on a mis en place une station d'épuration qui traite à peu près 450 mètres cubes d'eau, la première phase. Et aujourd'hui, la consommation de la Smart City tourne autour de 200 mètres cubes. Alors, déjà, on est en train de traiter 80% d'eau qu'on consomme dans la Smart City, qui est correct. Et l'eau qui est traitée, l'économie circulaire, est utilisée pour l'irrigation de la Smart City. Il y a aussi toute la partie de landscaping qu'on a mis à Beauplan aujourd'hui. C'est du landscaping qui est basse en apport de l'irrigation. On n'utilise pas beaucoup d'eau pour irriguer. D'ailleurs, c'est que l'eau qui est traitée à travers la station qui est utilisée. Sinon, les plantes qui ont été plantées, ce sont des plantes à basse consommation d'eau. On n'a vraiment pas mis, allons dire, un network d'irrigation. C'était voulu, on ne voulait pas avoir un network parce qu'il fallait gérer l'eau. Juste pour l'information, à terme, Beauplan, on aura besoin de 4000 mètres cubes d'eau. Et en termes de demande d'énergie, on parle de 40 MW. Et 40 MW, c'est plus ou moins la moitié de ce que produit Terra-Gène, par exemple. Alors, pour aller chercher 40 MW, c'est vraiment difficile. Et de là, ce qu'on a fait, suite à un appel d'offres de la CEB, qui a mis en place un scheme pour les Smart Cities pour construire une ferme photovoltaïque. Et aujourd'hui, on produit 50% de l'énergie qui est consommée par la ville. C'est-à-dire aujourd'hui, on est arrivé à une demande de à peu près 4 MW et on produit à peu près 1,6 MW. Mais à travers d'autres sources aussi, c'est presque 2 MW, 50% d'énergie. Cette ferme photovoltaïque, elle a pour vocation de grossir et d'alimenter 100% des besoins à terme? Tout à fait, mais ça va dépendre beaucoup des autorités parce qu'aujourd'hui, c'est très très difficile d'aller construire une ferme photovoltaïque sans qu'un scheme est available. Le problème, c'est que pour avoir la ville complètement autonome du système de la CEB, il va falloir, les installations sont différentes. Et pour nous, il faut qu'on ait le buy-out de la CEB pour qu'on puisse être 100% autonome, c'est-à-dire construire beaucoup plus de fermes ou d'autres moyens de production d'énergie. Merci.
J'ai un petit exemple qui me tient à cœur en fait. Si vous pouviez détailler l'histoire des tiny forests. Je vois Amérique dans la salle, il peut peut-être s'exprimer après là-dessus ou maintenant. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil parce que ça peut, je pense, c'est quelque chose de facile à mettre en place et qui peut se dupliquer un petit peu partout. Alors, l'histoire de Tiny Forest a commencé en fait, Beauplan étant très arboré. Aussi, quand on avait travaillé le master plan, on a conservé 100% des arbres, c'est-à-dire le master plan a été calqué sur l'existant, les bâtiments, les arbres, etc. Et dans la construction, on sait tous que c'est pas possible de tout construire sans faire des dégâts, quelques dégâts. Et vous avez tous remarqué, sur le motorway, on a dû couper des arbres pour un accès qu'on a besoin de construire pour le business district. Et là, pour pallier à ce truc-là, on a dû trouver un autre moyen pour arrondir, pour net off ce qu'on a fait. Et là, l'idée de Tiny Forest est venue sur la table. Et on a, avec le concours des autorités, les ONG de la région, etc., on a fait 2 projets de Tiny Forest qui est à peu près 800 mètres carrés. Alors, c'est quoi le concept de Tiny Forest? C'est un concept japonais où on plante 4 ou 6 arbres par mètre carré. Et arbres endémiques. Endémiques, indigènes ou exotiques. C'est un mélange. C'est un mélange et les tests et les études ont démontré que les tiny forests, au fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils absorbent 10 fois le carbone d'une forêt classique. D'accord, merci. Je pense qu'on va passer la parole au public s'il y a des questions dans la salle. Oula, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? Je reviens vers vous. Bonjour, encore une fois Nathalie Sanchez de Dynamien, merci beaucoup. Ma question s'adresse au premier panéliste, où j'ai une interrogation, je pense que tout le monde a et qui est classique, on vous a déjà donné la réponse. La question, pardon, on a dû vous poser la question, pardon, c'est Yellow. Donc moi j'ai un petit souci sur la ressource utilisée pour les panneaux photovoltaïques, évidemment. Donc oui, on produit de l'économie verte parce qu'on utilise le soleil, mais quid de ces panneaux solaires photovoltaïques qui finalement utilisent énormément de ressources fossiles et de matériaux précieux. Donc on n'est pas dans une ressource que l'on puise et qui est renouvelable. On est bien d'accord dans la construction du matériel lui-même. Donc voilà, qu'est-ce que vous en faites derrière? Est-ce qu'il y a des innovations qui sont potentiellement faisables? Ça, c'est ma première question. Et l'autre question, c'est vos bornes de recharge. Est-ce qu'elles sont connectées sur photovoltaïque ou sur le réseau local d'électricité normale? Merci. Merci pour ces 2 questions qui effectivement reviennent très souvent. Alors, la première chose, c'est quelque chose aussi qu'on entend beaucoup, et un certain nombre de vulgarisateurs qui font bien de rappeler, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a que des arbitrages à faire entre des solutions mauvaises et des solutions mauvaises. En réalité, si on tient à l'environnement, on se met tous ensemble, c'est un grand suicide collectif en train de la nature avancée. Donc, c'est pas exactement ce qu'on recherche, mais effectivement, il faut faire des arbitrages entre ce qui est bien, ce qui est mieux, ce qui est plus acceptable. Sur le photovoltaïque en particulier, je peux vous dire et vous affirmer qu'il n'y a aucun matériau manquant pour produire ces fameux panneaux. C'est essentiellement du silicium qui est en grande quantité sur la planète Terre, quelques matériaux un peu plus rares, un peu d'argent, il y a de l'aluminium pour le cadre des panneaux. Et donc ce sont des matériaux qu'on a en grande quantité. Derrière, le recyclage, toutes les filières sont en train de se mettre en place. Il faut savoir que c'est une industrie qui est quand même relativement jeune et que les panneaux ont une durée de vie
À l'époque, on disait de 15 ans, 20 ans. En réalité, on voit que les panneaux tiennent à minimum 30 ans, et donc on n'est pas encore passé à grande échelle sur le mode du recyclage de ces panneaux, mais ça existe déjà, et encore une fois, c'est essentiellement du silicium, alors que le silicium c'est du sable. Donc c'est très facile en réalité à recycler. L'aluminium, ça se recycle aussi très bien, et l'argent, faites confiance à tous les recycleurs, qui saura être réutilisé. Donc de ce point de vue-là, pas de sujet particulier, pas d'inquiétude à avoir. On peut continuer à avancer, et vraiment c'est une technologie qui est facile à déployer et qu'on peut se permettre de déployer en grande quantité. Sur les batteries, merci de poser cette question sur les recharges de voitures électriques, pardon. Merci de poser cette question parce que effectivement le réseau dont on vient de faire l'acquisition à La Réunion a cette particularité qui est associée à du photovoltaïque. Et donc on a des sites qui sont d'une trentaine de kilowatts de puissance solaire qui correspondent aux bornes de recharge qu'on installe en dessous. Et donc effectivement, nos bornes fournissent une électricité qui est verte. Alors, pour être très précis et ne pas occulter certains aspects, la nuit, évidemment, si on se branche sur une recharge, il n'y a pas de soleil, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est aussi branché sur le réseau. Et donc à ce moment-là, c'est l'électricité qui vient du réseau et du mix électrique. Mais donc voilà, l'idée, c'est d'être le plus vertueux possible. Et au-delà de la qualité verte de l'électricité qu'on produit, l'effet est phénoménal à La Réunion, pour ceux qui y sont ou ceux qui y viennent régulièrement. On a vu ces bornes émerger, donc là on a une quinzaine de sites aujourd'hui opérationnels, on va accélérer le développement, on sera à une quarantaine prochainement. Et donc il y a un effet pédagogique très fort pour justement sensibiliser les personnes sur le fait que c'est bien d'aller sur une voiture électrique. Je le dis et je le redis, quel que soit le mix électrique dont vient l'électricité, c'est encore plus fort comme effet quand on est capable de produire une électricité verte photovoltaïque. Bonjour, Sandra Leblé, Indian Ocean Corporate Development. Ma question est pour Loïc Boinville. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un potentiel pour l'éolien dans le nord de Madagascar. Quels sont les freins qui sont rencontrés par ce potentiel? Et en fait, ma question, elle est de manière générale pour l'océan Indien, l'éolien dans l'océan Indien. Est-ce qu'il y a un marché et quels sont les freins à ce marché-là, en particulier pour l'exemple dans le nord de Madagascar? Merci. Merci pour votre question. Donc, effectivement, il y a un potentiel sur la partie est de Madagascar, au nord et au sud, qui avait été identifié dans plusieurs études. Aujourd'hui, le frein, moi, je le vois tout d'abord dans la construction et l'ingénierie. Il faut savoir qu'une éolienne, ce n'est pas un panneau solaire qu'on va juste poser sur une petite structure, mais il faut faire une grosse construction, il faut importer les pales. Qui est plutôt un frein logistique et ensuite, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est le frein des infrastructures. Aujourd'hui, si on va mettre en place une éolienne de 5 gigawatts, les infrastructures de distribution de l'électricité dans le nord de Madagascar sont complètement sous-dimensionnées. Et cette énergie ne pourra même pas être utilisée. Donc voilà pour moi les deux. Et après, donc l'éolien dans l'océan Indien, je pense que peut-être Pierre pourra mieux répondre à cette question sur des sujets peut-être plus avancés dans ces études-là. J'aimerais pouvoir vous dire plus, mais nous sommes focalisés uniquement sur le photovoltaïque. Merci messieurs. On va prendre une dernière question et on pourra bien sûr continuer la discussion durant le moment du networking. Alors, dernière question pour ce panel. Bonjour. Peut-être une question pour les panélistes en ligne. Sur l'innovation, quelles sont peut-être les innovations dans le domaine de l'énergie renouvelable au niveau plutôt de la distribution ou du paiement? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour les particuliers, ça reste quand même assez prohibitif et on entend souvent parler du modèle Pay as you go. Est-ce qu'il y a eu d'autres types d'innovations de ce genre depuis?
Pierre, est-ce que tu veux commencer? Alors, merci Loïc. Je serai bref parce que nos clients nous sont essentiellement des entreprises, des collectivités. Donc là-dessus, pas d'innovation majeure. Dans la mesure où effectivement on est en train d'accélérer sur le déploiement de bandes de recharge, on va avoir affaire à une clientèle plus B2C. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on travaille avec différents fournisseurs de software qui permettent d'accéder à nos réseaux, que ce soit via nos applications propres ou des applications au contraire universelles. Donc ce sont des choses qui existent, c'est pas révolutionnaire, mais en revanche ça permet d'accélérer grandement l'accès à ces technologies, à ces usages, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu de temps. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Nous on développe nos propres applications parce qu'on pense qu'il y a effectivement de la valeur là-dedans et que si on veut accélérer la transition énergétique, ça va se passer effectivement par le numérique sur ces aspects. Merci. Merci beaucoup Loïc, merci beaucoup Pierre. Donc là malheureusement on ne vous voit plus, mais on vous entend. Donc je vais en profiter pour faire un peu de pub pour Archipel, donc, parce qu'il y avait une question sur, je ne sais plus qui l'avait posée, sur les initiatives pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et autres. Donc justement ce sont des sujets qu'on a beaucoup traités, donc il n'y a pas une réponse, mais ça me fait penser à notamment un compte rendu que j'avais rédigé sur le salon de l'agriculture qui expliquait, donc j'avais assisté à ce salon pendant 2 jours et qui expliquait un peu quelles sont les problématiques qui sont rencontrées. Donc je vous invite vraiment à suivre un peu ce que nous publions, parce que nous essayons de suivre, je ne vais pas dire quotidiennement, mais autant que possible ces thématiques-là. Donc même la question de l'énergie. Nous avons fait un dossier en novembre 2021 que nous ferons certainement, donc qui donne la parole aux entreprises et qui donc ces entreprises expliquent elles justement quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent pour produire davantage de renouvelables. Donc je voulais juste dire que voilà, nous essayons de suivre ces dossiers et de faire le point dès que c'est possible. Donc merci. Merci beaucoup. On les applaudit, mesdames et messieurs. Le 3e panel sociétal. Très belle discussion et je suis sûre que la discussion va continuer dans quelques minutes également. Je vous invite à vous mettre debout pour une petite photo souvenir. Merci à Loïc Wainville, CEO de NEA Madagascar, filiale du groupe Action. Merci à Pravin Hanuman, Senior Development Manager, Sustainability Champion de Novaterra et Beauplan du groupe Terra. Merci à Alexandre Cargo et Jacques Romby qui nous ont accompagnés et qui ont été nos modérateurs. Et également, merci à Pierre, le CEO de Green Yellow, pour ses interventions différentes, ainsi que Virginie Villeneuve qui a été avec nous pendant les 3 panels. On les applaudit une dernière fois, mesdames et messieurs. Ils ont été exceptionnels et nous ont offert vraiment de très très belles discussions sur des sujets très importants, donc économie, environnement et sociétal. Alors, superbe session de discussion, bien entendu. Et pour clôturer ces panels, quoi de mieux que de découvrir ensemble l'institution internationale UN Global Compact, qui est à l'origine des 17 ODD et qui promeut sa mise en application auprès des entreprises avec pour échéance l'année 2030. Regardons ensemble cette vidéo de UN Global Compact qui souligne l'importance de son engagement à long terme pour un avenir durable. The automobile is a fad, a novelty. Horses are here to stay. I think there's a world market for maybe 5 computers. Women cannot do men's work. Sustainability is important, but we have more urgent issues. History has taught us that the leaders who succeed are the ones who meet the needs of the future by moving forward. To achieve the Sustainable Development Goals by 2030, we need forward thinkers. Those who see
the SDGs as a driver of growth, not reputation, who are busy making progress, not just pledges, who know sustainability is the future, not a trend. Because right now, only 15% of the SDGs are on track for 2030. Some are even moving backwards. And the majority of businesses aren't setting bold enough targets. Forward Faster is here to guide companies on the areas where they can make the biggest, fastest impact for 2030. Because sustainable companies give us the best chance of achieving the SDGs. But we need you to take more ambitious action. The people and planet of tomorrow are relying on the forward thinkers and doers of today. Don't fall behind the times. Move forward faster. You think they're gonna do it? Vidéo très poignante et touchante également. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Madame Lovna Arnasalan-Sirungen, présidente du conseil d'administration de UN Global Compact Network Mauritius and Indian Ocean, à venir sur scène pour nous parler de la mission justement du UN Global Compact. Bonjour à tous, vidéo comme vous avez vu très poignant. Je suis ravie d'être là pour représenter le UN Global Compact Regional Network. Pour ceux qui ne connaissent pas, cela regroupe Maurice, Madagascar et Seychelles. Le Pacte mondial des Nations Unies, UN Global Compact, comme tout le monde connaît en anglais, en tant qu'initiative mondiale axée sur la durabilité, mène de nombreux projets internationaux qui reflètent son engagement envers les objectifs de développement durable, les ODD, et les principes qu'il promeut. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que le Pacte mondial opère à l'échelle mondiale. Ces projets ne sont pas limités à une seule région, mais visent plutôt à avoir un impact mondial. Cela signifie que les principes du Pacte mondial sont applicables et pertinents dans diverses parties du monde, qu'il s'agisse de régions développées ou en développement. Les projets internationaux du Pacte mondial sont souvent alignés sur les priorités régionales et locales. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les priorités varient en fonction de l'échelle géographique. Par exemple, dans certaines régions, les questions liées à l'eau, à l'accès à des ressources de base peuvent être prioritaires, tandis que dans d'autres, la lutte contre le changement climatique et la promotion du travail décent peuvent être au premier plan. L'un de ces domaines clés d'intervention du Pacte mondial est le renforcement des capacités des entreprises et des organisations pour qu'elles intègrent les principes du Pacte mondial dans leurs opérations et stratégies. Cela se fait par des billets de formation, de ressources de connaissances et de partage de meilleures pratiques. En ce qui concerne les ODD, qu'on a vu tout au long de la journée aujourd'hui, le Pacte mondial reconnaît l'importance de ces objectifs mondiaux. Ces projets internationaux visent souvent à aider les entreprises à comprendre comment elles peuvent contribuer spécifiquement à la réalisation des ODD. De plus, le Pacte mondial travaille en étroite collaboration avec des réseaux locaux, tels que la nôtre, des partenaires gouvernementaux, des organisations de la société civile pour favoriser la mise en œuvre des principes des ODD. Un aspect crucial qui ressort de cette conférence est la reconnaissance que les priorités varient en fonction de l'échelle géographique et organisationnelle. Si nous envisageons une perspective nationale, les priorités peuvent différer considérablement de celles d'une entreprise individuelle. Cela souligne l'importance d'une analyse de matérialité, comme l'a fait le journal de l'Archipel, à travers Kantar, sur l'importance à l'échelle d'un territoire ou d'une région, car il est tout simplement impossible de s'attaquer simultanément aux 17 ODD. L'analyse de matérialité, qui consiste à identifier des questions les plus pertinentes et impactantes pour une organisation donnée, est un outil essentiel pour guider nos actions. Elle nous permet de cibler nos ressources et nos efforts là où ils auront un plus grand impact sur le plan social et environnemental. En fin de compte, il s'agit de déterminer où nous devons agir en priorité pour réduire nos impacts négatifs et contribuer de manière significative à la réalisation des ODD.
Un autre point crucial, selon moi, c'est la notion d'urgence qu'on a vue dans la petite vidéo. Nous sommes tous conscients que le temps presse. Avec seulement 7 ans restants pour atteindre l'agenda 2030 et un constat alarmant selon lequel seulement 15% des ODD sont actuellement en bonne voie, nous ne pouvons pas nous permettre de tarder. Et je pense que le UN Global Compact a un rôle central à jouer dans l'accélération de nos efforts. Donc, l'accompagnement de ces entreprises est au cœur de la mission de UN Global Compact. Cela se concrétise de plusieurs manières, à travers des conseils sur le contexte local, en proposant des recommandations pratiques pour développer la durabilité dans les entreprises, en développant un réseau d'entreprises et de parties prenantes. L'UN Global Compact favorise la création d'écosystèmes ou d'échanges de bonnes pratiques. De plus, le réseau offre des ressources de connaissances et de formation, notamment par le biais de son académie. Cette formation vise à renforcer les compétences nécessaires pour intégrer de manière efficace les ODD. Enfin, nous ne pouvons pas sous-estimer les 10 principes du Global Compact. Pour certains qui sont déjà des membres du Global Compact, ils le savent déjà. Ces principes ne sont pas simplement des déclarations de bonnes intentions, mais ils servent à un fondement solide, à des modèles commerciaux responsables et à des opérations plus éthiques. En fait, l'enjeu fondamental réside dans le fait que les entreprises intègrent vraiment ces ODD ou pas. Il ne s'agit pas seulement d'adopter une politique de RSE annexe, mais de considérer les ODD comme un moteur de création de valeur, d'innovation et de résilience pour l'avenir. En conclusion, les enseignements tirés de cette conférence d'aujourd'hui sont clairs. Nous devons agir rapidement, de manière ciblée et intégrer les ODD dans le cœur de nos activités. L'UN Global Compact se tient prêt à accompagner dans cette démarche, à condition que nous reconnaissons l'urgence de la situation et l'importance cruciale de ces objectifs pour un avenir plus durable et équitable. Avant de finir, j'aimerais remercier l'équipe du Journal de l'Archipel pour l'opportunité de collaborer sur ce beau projet. Merci beaucoup et surtout à Kantar pour le magnifique travail qui a été fait. Merci. Merci Levna pour cette intervention. Alors mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette demi-journée de conférence et espérons qu'elle a été enrichissante pour vous tous. Nous vous remercions pour votre participation, pour votre présence également et merci de vos contributions tout au long de ce débat. Nous souhaitons remercier nos green sponsors pour cette journée, Analysis affilié de Kantar, UN Global Compact, Attitude, Action, Ciel, IBL, MCB, Terra, Vivo Énergie, ainsi que nos autres partenaires, Business Mauritius, Made in Maurice, Association of Mauritius Manufacturers, la COI, Casella, Rogers, Vatel, Versopub, Talent Factory et Ravnala Attitude Hotel, ainsi que la Chambre d'industrie France-Madagascar, Vacoa, Necker Gestion Privée, Sanlam, Ocetra et Okaya à La Réunion. Un énorme merci aux panélistes et intervenants, aux experts du groupe Bundy, Calitropic et Green Yellow, aux collaborateurs du JDA et à tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement de cette conférence ce matin. Nous demandons aux panélistes et à nos green sponsors de bien vouloir rester un moment dans la salle pour une photo de groupe. Et chers invités, n'hésitez pas à prendre une photo devant le focal dans l'espace networking ou un cocktail sur la terrasse vous attend. Je suppose que vous avez faim, n'est-ce pas? Donc je vous invite à aller grignoter quelque chose, à vous désaltérer bien sûr et à discuter. Profitez-en pour poser peut-être les questions que vous n'avez pas eu l'occasion ou l'opportunité de poser un petit peu plus tôt. Et le choix du menu aujourd'hui privilégie les produits locaux, un choix de vin produit à Maurice, le Takamaka blanc, et pour les amateurs de vin rouge, un vin embouteillé à Maurice, le Petit Vigneron. Et nous vous invitons à repartir, bien entendu, avec votre tote bag en jute, fabriqué localement également, et des goodies offerts par Versopub. J'ai été ravie d'être avec vous en cette matinée. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et une bonne session de discussion à l'extérieur et un bon appétit surtout. Merci à tous.